Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le Burkina commémore aujourd'hui le 17e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons dans un contexte où le dossier a été rouvert et un nouveau juge d'instruction désigné qui travaille en toute indépendance pour que la vérité éclate enfin. Les réactions se multiplient au lendemain de l'accord sur la lutte contre le réchauffement climatique auquel est parvenue la COP21, un accord historique qui devrait contenir le réchauffement de la planète en deçà de 2 degrés Celsius. La Direction générale des impôts tient sa 4e conférence annuelle pour lancer la réflexion sur la problématique de la gestion de ses ressources humaines. Notre invité est le directeur général des impôts. Bonjour, monsieur le DG. Bonjour, monsieur Godefroy. Merci d'être venu sur ce plateau nous parler de cette 4e conférence annuelle. C'est moi qui vous remercie. Tout d'abord, il y a 17 ans, jour pour jour, étaient assassinés le journaliste Norbert Zongo et ses 3 compagnons d'infortune sur la route de Sapoui. Leur corps avait été retrouvé, criblés de balles et brûlés dans leur véhicule. La nouvelle de leur disparition avait vite fait le tour du pays et suscité une indignation générale. Retour sur le drame de Sapoui avec Olopoda. Bana, qui signifie la fuite, est terminée. C'est le credo choisi par le journaliste Norbert Zongo pour affronter son destin. Un destin qui va connaître une fin tragique lorsqu'il s'engage au cours de ses investigations à lever le voile sur le meurtre de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré. Le 13 décembre 1998, Henri Sebgo, de son nom de plume, et 3 de ses compagnons sont retrouvés morts à une centaine de kilomètres au sud de Ouagadougou. Nous venons d'apprendre la confirmation d'une triste nouvelle qui court depuis ce matin à Ouagadougou. C'est le décès accidentel de notre confrère Norbert Zongo, alias Henri Sebgo. Nombreux sont les Burkinabés qui n'ont pas cru à cette nouvelle froide et macabre. Et pourtant, les faits allaient s'imposer à tous. C'est ici, à Sapoui, plus précisément à 7 km à la sortie sud en direction de Léo, que Norbert Zongo, Yembi Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et Abdoulaye Ninkiema ont trouvé la mort. Le véhicule qui les transportait était en proie à des flammes et les corps calcinés des victimes sur place laissaient voir une scène dramatique et de désolation. La nouvelle se répand rapidement et dans les jours qui suivent, des milliers de personnes vont descendre dans les rues des principales villes du pays pour demander que justice soit faite. Nous avons lu avec attention dans la presse de ce jour la déclaration du groupe du 14 février relative aux circonstances de la mort du directeur de publication de l'hebdomadaire L'Indépendant. Cette déclaration tente à conditionner l'opinion publique et à orienter l'enquête judiciaire dans une optique partisane à l'effet de justifier les graves troubles à l'ordre public dont ils seront tenus pour responsables. Des communiqués d'interpellation et de mise en garde et des actions dissuasives, rien de tout cela n'a pu freiner la vive réprobation du peuple burkinabé qui demande simplement que la lumière soit faite sur la disparition du journaliste Norbert Zongo. Le Burkina venait ainsi de basculer dans une crise qui n'a pourtant pas empêché de rendre un dernier hommage aux victimes du drame de Sapoui. Ce 16 décembre 1998, une foule immense accompagne à sa dernière demeure le directeur de publication du journal L'Indépendant. De la morgue de l'hôpital Yalgado au cimetière de Gounguin, la foule a traversé les artères de la ville de Ouagadougou. Au cimetière, des témoignages et des oraisons funèbres ont été faits sous les yeux de la veuve en larmes, des parents inconsolables, des amis et connaissances attristés. Ainsi s'est terminée la fuite du journaliste d'investigation. Norbert s'en est allé à jamais. À l'occasion de cette célébration, le service d'information du gouvernement SIG indique que le gouvernement burkinabé
a répondu favorablement à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans la cause opposant les ayants droit de feu Norbert Zongo et 4 autres à l'État burkinabé. 233 135 409 francs CFA ont été débloqués au titre de l'indemnisation des requérants dans l'affaire. Le SIG note également la réouverture du dossier Norbert Zongo, la désignation des nouveaux juges d'instruction et la mise à la disposition du juge d'instruction de moyens conséquents pour la conduite du dossier. Le gouvernement de la transition veut par ces mesures s'assurer que le dossier suit son cours et les magistrats font leur travail en toute indépendance. Un plateau spécial est prévu ce soir à partir de 21h sur la RTB, suivi de la diffusion du film documentaire Boribana. Le président du Faso, Michel Kafando, assistera demain à Conakry à la cérémonie d'investiture de M. Alpha Condé, précise un communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso. Après Conakry, le président du Faso prendra part mercredi à Abuja, au Nigeria, aux festivités marquant le 40e anniversaire de la CEDEAO. La célébration est placée autour du thème « Une vision, un destin commun ». Le président élu Roch-Marc Christian Kaboré a tenu à remercier les membres du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile. Il les a rencontrés pour réaffirmer leur engagement en faveur de la démocratie. Ce fut une occasion pour les OSC de mettre sur la table leurs préoccupations. Reportage d'Aouda Ouattara, Kadisanogo. C'est par un tonnerre d'applaudissements que les organisations de la société civile ont accueilli le président fraîchement élu. Roch-Marc Christian Kaboré est venu remercier les organisations de la société civile pour toutes les luttes qu'elles ont menées pour la liberté et la démocratie. Un combat qui a abouti à des élections libres et transparentes. Je suis venu simplement passer un message de paix, un message d'espoir, un message de combat collectif demain pour que le Burkina soit radieux et leur demander en tout cas que chacun joue son rôle et sa partition. La jeunesse a cet aspect qu'elle a sa spontanéité et nous pensons qu'elle doit garder sa spontanéité sans aucune forme d'encadrement, sauf le respect du civisme et le respect de la loi. Une occasion pour le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile d'égrener un chapelet de doléances. Nous avions énuméré beaucoup d'attentes, mais les attentes qui semblent les plus essentielles, c'est que la jeunesse burkinabé puisse trouver de quoi travailler, que la jeunesse burkinabé puisse trouver de quoi s'occuper, ouvrir beaucoup d'universités, de microcrédits pour les jeunes pour s'auto-employer. Et pour les femmes aussi, c'est pareil, qu'on puisse ouvrir une banque qui va promouvoir en fait l'entrepreneuriat féminin. Et puis bon, la société civile, c'est pourquoi que la société civile aujourd'hui puisse être prise activement dans le développement du Burkina. Les organisations de la société civile s'engagent à accompagner le président élu dans le processus de changement tant souhaité par le peuple. Nous recevons à présent le directeur général des impôts. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Godefroy. Alors, la 4e conférence annuelle de la direction générale des impôts se tient du 15 au 17 décembre à Ouagadougou autour du thème « Le management des ressources humaines pour une administration fiscale moderne et performante ». Alors, pourquoi ce thème-là vous tient à cœur? Merci, monsieur Godefroy. Le thème, comme vous l'avez lu, porte sur le management des ressources humaines pour une administration moderne et performante. Ce thème n'est rien d'autre que la traduction de l'adage qui dit que l'homme est au cœur de tout développement. Alors, pour mieux comprendre la portée de ce thème, il faut savoir que la Direction générale des impôts, en tant que direction centrale du ministère de l'économie et des finances, est chargée de la mobilisation des recettes au niveau interne. Et la Direction générale des impôts, en image, ces 3 grands traits qui se résument à une mobilisation de ressources de plus de 500 milliards ces 3 dernières années qui se sont succédées. C'est également 48% de l'ensemble des recettes propres de l'État burkinabé. C'est enfin une famille de 2255 agents sur toute l'étendue du territoire national. Alors, ces chiffres
si ce n'est pas le premier responsable de la DGI même qui porte ça à votre connaissance. Tout le monde parle des impôts au Burkina, mais ce n'est pas évident que les gens ont cette information, que c'est pratiquement un petit village réparti sur l'ensemble du territoire national pour la collecte des ressources fiscales au profit du budget de l'État et des budgets des collectivités territoriales. Alors, vous faites 48% des recettes des régies sur l'ensemble du Burkina. Ça veut dire que vous jouez une partition très importante. Est-ce que cette partition-là est reconnue en tant que telle? En tout cas, ce plateau me donne l'opportunité de dire que la Direction générale des impôts est la première recette en termes de mobilisation des ressources propres au niveau national. Maintenant, est-ce que nous sommes reconnus en tant que tels? Il faut dire que l'année 2015 nous a donné l'opportunité de constater qu'au plus haut niveau de l'administration économique et financière, Monsieur le ministre de l'économie et des finances et Madame le ministre délégué, en tout cas, c'est l'occasion de leur rendre hommage parce qu'ils nous ont montré qu'effectivement, ils ont conscience de la place qu'occupe la Direction générale des impôts dans la mobilisation des ressources. Et en tout cas, nous nous sommes sentis accompagnés toute la durée de cette transition, ce qui nous a d'ailleurs permis, malgré les soubresauts que le pays a connus, d'être aujourd'hui à un niveau de mobilisation des ressources, certes pas satisfaisant, mais qui nous réconforte parce que n'eût été l'assiduité et l'engagement des agents autour du directeur général des impôts que je suis, ce n'est pas évident que nous serions à ce niveau de mobilisation parce qu'en fin novembre, je pense que la DGI est autour de 465 milliards, malgré ce que vous avez pu constater durant toute cette année 2015. Alors, monsieur le directeur général, vous avez dit que c'est la promotion des ressources humaines que vous voudrez mettre au cœur de la réflexion au cours de ces 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, à l'occasion de cette 4e conférence annuelle de la DGI. Et vous parlez de diagnostic, de plan de carrière, de la stratégie, de planification, de tout ça. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous faites au jour le jour? Merci. Une chose est de faire quelque chose au jour le jour. Une autre chose est de se dire qu'il y a un moment pour marquer un arrêt afin d'évaluer la pratique quotidienne qu'on fait et de tirer les leçons afin d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. C'est en ce sens que la Direction générale des impôts a un plan de carrière qui s'applique bon an, mal an. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce document qui est censé être le référentiel pour la gestion des carrières de ceux qui travaillent à la Direction générale des impôts, dans un premier temps, est-il connu de tout le monde? Dans un deuxième temps, est-ce que les gens savent véritablement à quoi ils ont droit, quels sont leurs devoirs au sens strict de l'éthique fiscale? Est-ce que la gestion de la motivation en termes de promotion des cadres, en termes même d'affectation dans les services, est-ce que ça s'est fait selon ce plan de carrière-là? Parce que vous conviendrez avec moi que quand quelqu'un quitte l'école, il arrive dans l'administration fiscale, il y a des prérequis qu'il doit travailler à avoir. C'est ce qui fait que tout fonctionnaire a une année de stage qu'on appelle le stage probatoire. Après ces stages, véritablement, on fait des affectations. Mais est-ce que quelqu'un doit quitter l'école, arriver au sein d'une administration, se voir en même temps bombardé au sein d'un service où il n'a aucune maîtrise même de l'outil fiscal avant d'y accéder? Voilà un ensemble de questions qui fâchent à certains niveaux, mais qu'il faut qu'on ait le courage de les poser, d'en discuter et ensemble de voir quelle est la meilleure façon de faire et au besoin d'amener et d'apporter les contributions et les amendements nécessaires à ce plan de carrière qui est en vigueur depuis un certain nombre d'années.
Alors, vous avez dit que vous avez plus de 2200 agents. Ça veut dire que vous avez, en tout cas, vous ne l'avez pas dit explicitement, mais au cours de notre causerie, vous avez dit que vous avez 700 inspecteurs, 600 contrôleurs, 400 agents de constatation. Est-ce que ce n'est pas le trop grand nombre de cadres qui vous pose problème? Oui, bon, le trop grand nombre de cadres, ce n'est pas ce qui nous pose problème, mais c'est le déséquilibre entre les différents emplois. Parce qu'au sein de la Direction générale des impôts, vous avez l'emploi d'inspecteurs et l'emploi de contrôleurs et vous avez l'emploi de l'agent de constatation et d'assiette. Il y a des spécialistes qui nous appuient, certainement les informaticiens. On a aussi des agents d'appui, les secrétaires, les chauffeurs et tout ça. Mais notre problème aujourd'hui est qu'au lieu d'avoir une pyramide et en matière de personnel existant, nous avons un entonnoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aurait dû avoir beaucoup plus d'agents de constatation et d'assiette que nous appelons les agents de terrain et un nombre moins important de contrôleurs puisque ces derniers sont chargés d'encadrer cette première chaîne et qui est à la base et au sommet, vous avez les inspecteurs. Donc ça, c'est une pyramide. Quand on a 700 inspecteurs, 650 contrôleurs et 469 agents de constatation et d'assiette, ça veut dire que logiquement, on aurait dû avoir 700 agents de constatation et 600 contrôleurs et 400 inspecteurs. Donc ça pose problème. Ça voudrait dire quoi? Qu'il n'y a pas une gestion prévisionnelle et stratégique de ces ressources humaines-là. Pour parer à tout cela, il faut qu'on revoie la politique même de recrutement de ces agents de premier niveau, voir également ces inspecteurs qui se retrouvent au nombre de 700 aujourd'hui. Et quand vous sortez de l'ENAREF aujourd'hui, on dit que vous êtes inspecteur des impôts. Vous venez, on vous appelle de la même manière que celui qui est inspecteur des impôts depuis 24 ans, 25 ans. Nous pensons que ce n'est pas normal. Et il faut voir donc comment stratifier ces inspecteurs-là, inspecteurs principaux, divisionnaires, administrateurs des services et services fiscaux, administrateurs adjoints des services fiscaux. Tout ça, c'est des réflexions qui vont être menées dans le cadre donc, de cette 4e conférence annuelle de la Direction générale des impôts. Oui, en 2 mots, qu'est-ce que vous attendez de cette 4e conférence pour conclure et clore cet entretien? Au titre des résultats attendus, il faut dire d'abord que nous estimons que cette conférence doit nous permettre de relever les insuffisances du plan de carrière et d'y apporter des corrections nécessaires. Également, de voir comment on peut mieux planifier les ressources humaines et rationaliser leur gestion. Et enfin, quelles sont les propositions pour que les informations de la maison puissent être portées à la connaissance de tout le monde dans un temps record, c'est-à-dire la communication interne. Voilà un peu ce que nous attendons de cette 4e conférence annuelle de la Direction générale des impôts. C'est véritablement mettre l'homme au cœur de l'action, c'est-à-dire des ressources humaines mobilisées autour de leurs intérêts et engagées autour du directeur général des impôts pour que les résultats soient meilleurs que ce que nous attendons. Voilà, merci beaucoup au directeur général des impôts, Adama Sanou, qui est venu nous parler ce midi de la 4e conférence annuelle de la Direction générale des impôts qui s'ouvre mardi à Ouagadougou. Une association de FADA, Yawana Yawaba, a mené pendant 16 jours une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Cette association voulait, à travers ses activités, œuvrer en faveur d'un changement de mentalité des populations et pour une réduction des inégalités entre hommes et femmes. Yacouba Kina, Nazé Diakalia Ouattara. Une pièce de théâtre qui en dit long sur les violences faites aux femmes dans la région de l'Est. C'est vraiment une réalité parce qu'on rencontre des cas de rape de filles et de femmes, des cas de mariage précoce, des cas de mutilation génitale féminine. Une réalité que l'association Yawamba combat depuis 2006 à travers des théâtres forats. À travers mon rôle, la population même doit comprendre qu'en tout cas, c'est pas bon d'enlever son enfant à l'école, lui donner un mariage forcé. La campagne de sensibilisation, 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qu'elle organise chaque année, commence à produire ses effets.
Il y a certaines thématiques, par exemple, ici à Mwamba, qu'on ne pouvait pas évoquer, notamment l'excision. Vous évoquez un seul mot sur l'excision et toute la population s'éparpille. Et aujourd'hui, vous voyez que nous avons tous les vieux du village, tous les anciens, les vieilles qui sont là pour nous dire « Non, nous avons compris, nous sommes prêts à vous accompagner ». Cette année, l'association innove avec Dialogue en famille pour intégrer dans sa lutte la réduction des inégalités entre l'homme et la femme. L'association envoie des animateurs pour faciliter le dialogue en famille parce que là, vous avez le père, la mère et tous les enfants réunis autour de l'animateur et un support radio qu'ils utilisent et l'animateur en tant que tel est un facilitateur. Cette campagne de sensibilisation, c'est aussi le coup de pédale pour le bien-être de la femme et de la jeune fille. Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a organisé à Dédougou un atelier sur le guide de prévention et de gestion des conflits communautaires. Les participants à cette rencontre étaient les observatoires régionaux, provinciaux et départementaux de la Boucle du Moun. Elle a permis aux membres de l'observatoire local de s'approprier le guide de prévention des conflits. Christophe Traoré, Paul Nayalagodo, Sabadogo. Outiller les membres de l'Observatoire du contenu du guide de prévention et de gestion des conflits communautaires dans la boucle du Mouhoun, c'est l'objectif de cet atelier de 72 heures. À travers des communications et des échanges, les participants se sentent prêts à relever les défis. Au Mouhoun, ici, nous savons ce qui se passe. Évidemment, les choses n'ont pas la même nature, mais tout ça empoisonne la communauté, n'est-ce pas? Qu'au sortir de cet atelier, on serait un peu plus grandi. La création de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires répond au souci du gouvernement à promouvoir la paix. L'objectif visé par cet atelier est de permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir mutualiser leurs efforts dans la réflexion en vue de dégager des mesures, des propositions allant dans le sens de la prévention et de la gestion des conflits communautaires. C'est une initiative louable du gouvernement. Il faut saluer vraiment cette vision du gouvernement qui a très vite perçu qu'il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et pouvoir ensemble mobiliser les acteurs et surtout écouter tout le monde. Après la région de la boucle du Mouhoun, ce sont les régions du sud-ouest, du centre-nord et du Sahel qui accueilleront la délégation du ministère en charge des droits humains. La 5e édition des 1000 d'or de Ouagadougou, festival destiné à promouvoir les résultats de la recherche du monde scientifique, a eu lieu cette semaine. 10 films documentaires étaient en lice pour cette édition. Le film Regard des femmes, chef de ménage sur la scolarisation à Ouagadougou, de la réalisatrice Madeleine Wayak Pandé, a remporté le premier prix. Reportage Ibrahim Sombier, Mokoun Dabiré. Madeleine Wayak Pandé, lauréate de la 5e édition des Miss d'or de Ouagadougou. Un prix qui récompense les meilleurs films documentaires scientifiques. Pour sa pertinence, son originalité et son approche scientifique, la réalisatrice a séduit le jury par son film. Regard de femme, chef d'un ménage dans la ville de Ouagadougou. En fait, son film parle de la scolarisation des jeunes filles dans la ville de Ouagadougou. Les difficultés auxquelles les mamans sont confrontées tous les jours afin de parvenir à donner une éducation valable et fiable à leurs filles. Initiative de l'Institut de recherche pour le développement IRD et de l'ambassade de France au Burkina Faso, ce festival se veut une tribune de valorisation des travaux des chercheurs africains. C'est de permettre à des réalisateurs de travailler pour des chercheurs et de porter à la connaissance du plus grand nombre le résultat de leur recherche. Des Mills d'or de Ouagadougou, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation compte en faire un tremplin pour la valorisation des résultats de la recherche au plan national. Il est important que les résultats de la recherche soient portés sur des films documentaires, sur ces nouveaux supports. C'est pourquoi nous soutenons cette initiative et nous espérons que ça va gagner de l'ampleur. À l'image du FESPACO, ce festival a pour vocation de se positionner comme la plate tournante de la vulgarisation des résultats de la recherche en Afrique. Le président gambien n'est plus à un coup de tête près. Yaya Jammeh a annoncé que son pays, la Gambie, est devenu un État islamique. Le président gambien précise que les droits de la minorité chrétienne seront respectés, de même que ceux des femmes. Il y a évidemment un fort effet d'annonce. La Gambie est désormais un État islamique, déclare son président Yaya Jammeh, un chef d'État qui certes apparaît régulièrement Coran et chapelet en main. Mais que signifie concrètement ce changement pour la Gambie
Petit pays de près de 2 millions d'habitants enclavé dans le Sénégal, cela, Yahya Jammeh ne le précise pas. Tout au plus assure-t-il que les droits de la minorité chrétienne seront respectés et que les femmes seront libres de s'habiller à leur guise. Je n'ai nommé personne comme policier islamique, a-t-il souligné. Yahya Jammeh, connu pour ses positions anti-impérialistes, il est l'artisan du retrait de la Gambie du Commonwealth en 2013, l'est aussi pour ses propos parfois démesurés. Il avait par exemple promis de guérir 10 000 malades du sida tous les 6 mois. Au lendemain de la signature de l'accord sur la lutte contre le réchauffement climatique à la COP21 de Paris, les réactions se multiplient. Elles saluent toutes cet accord historique qui va permettre à la planète de mieux se porter. C'est donc dans la joie et l'euphorie que l'accord sur le climat a été adopté à Paris, 6 ans après l'échec de Copenhague. Une satisfaction collective qui ne saurait masquer des points de vue plus nuancés sur les différents continents. Pour Barack Obama, cet accord fort et ambitieux pourrait marquer un tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'accord de Paris établit le cadre durable dont le monde a besoin, a dit le président américain. Il représente la meilleure chance qui nous a été offerte de sauver la seule planète dont nous disposons. Au Bourget, la Chine et les pays du Sud se sont montrés plus mesurés. Il est vrai que cet accord n'est pas parfait et il y a des points qui doivent être améliorés. Cependant, cela ne nous empêche pas de franchir des étapes historiques à l'avenir, a déclaré le porte-parole de Pékin. Même si les compromis font partie de toute négociation, nous sommes d'avis que cet accord aurait pu être plus ambitieux, a estimé de son côté le ministre indien de l'Environnement. Pour les petits États insulaires représentés par les Maldives, il faut garder en tête que l'histoire nous jugera non pas sur ce que nous avons accompli aujourd'hui, mais sur ce que nous ferons à partir de maintenant. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à préparer et présenter le journal cette semaine. Merci à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Au revoir et à la prochaine.